Bonjour, bonjour! Bienvenue à un nouveau stream. On est samedi, il est midi 55, tout va bien, camarades. Alors, écoutez, on a réussi à finir notre premier document ensemble, les perspectives du Québec, de la CAQ, de la colonisation à la CAQ. Ce qui était en fait une série de plus petits textes qui adressaient des aspects historiques spécifiques, que ce soit la lutte étudiante, la lutte féministe, le contexte de colonisation, etc., etc. C'était vraiment bien, puis j'ai aimé le format parce que ça me permet de faire une lecture et d'avoir un point d'arrêt. Donc, quand je terminais un article, ben là, c'était comme vraiment cool pour moi de dire, bon, ben, on prend une pause, on continue, puis etc., etc. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de cette œuvre de Jean-Marc Piot, qui s'appelle Québec occupé, que j'ai commencé à lire. Je suis rendu au chapitre 4, mais j'ai pas continué. Mais en fait, c'est le même principe. Donc, chaque chapitre représente on va le voir là, c'est ça, un sujet très, très, très spécifique par différents auteurs. Donc, le chapitre 1, c'est jour après jour. Chapitre 2, c'est un rapport de force. Puis là, ça continue comme ça, le frappe. Donc, j'aime ça, cette idée-là de lire plusieurs auteurs différents sur une même situation, une même problématique. Ça nous permet d'avoir des perspectives différentes, ça nous permet de couvrir rentrer dans les détails de plusieurs aspects d'un certain événement. Puis aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en 70 au Québec? Ben, c'est le FLQ, le kidnapping de la Porte, puis l'occupation de l'armée au Québec, l'emprisonnement de plus de 450 leaders de gauche, des académiciens, des leaders syndicaux, des leaders de n'importe quel parti social. Donc, un moment excessivement violent dans notre histoire. Puis, moi, personnellement, quand je regarde ça loin, tu sais, c'est comme, on a quelque chose comme 10 000 tentatives d'enlèvement ou signalements d'enlèvement au Québec chaque année. Des enfants, des adultes disparaissent, ce qui est excessivement triste. Mais c'est quand c'est des représentants du grand capital qui se font enlever que là, c'est l'armée, la police, on enlève toute la gauche. Puis ce qui est drôle là-dedans, puis on va le voir ensemble quand on va lire ces textes-là, c'est que même s'ils ont réussi à avoir des informations sur où sont tous ces leaders de gauche, donc ça implique qu'il y avait quand même un certain niveau d'information auprès de la police sur les activités, les allées-venues, les noms, les relations de tous ces leaders de gauche-là pour les arrêter du jour au lendemain comme ça. Mais ils n'ont pas réussi à arrêter aucun membre de la FLQ au départ, les cellules qui sont semi-indépendantes, ou de retrouver les personnes kidnappées. Donc, finalement, c'est comme un bris pour nos libertés civiles excessivement fascistes dans l'histoire du Québec, qui a été totalement inutile parce qu'ils n'ont aucunement réussi leur objectif. Puis ça implique que c'est une répression vis-à-vis un discours politique de l'époque. On sait bien que le FLQ, ce qui est spécial avec eux, c'est qu'ils ont réussi à faire lire leur manifeste dans les médias de masse après leur kidnapping. Puis, c'est ce qui est très intéressant de ce moment historique, c'est que apparemment la population du Québec était relativement d'accord avec leurs revendications. Ils ont reçu un support national et international de plein de gens. Puis ça a créé une espèce de momentum politique au Québec. Donc, moi personnellement, pour l'instant, je comprends la répression comme étant une qui est totalement politique. Le kidnapping, c'est un prétexte, mais on voulait pas réellement genre aller retrouver ces gens-là qu'on avait kidnappés. Mais l'idée de tuer le mouvement révolutionnaire indépendantiste syndical de l'époque de gauche, ça c'est un vrai objectif. T'sais. Alors, ben bref, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça parce qu'on va le lire ensemble, on va l'apprendre ensemble. Jean-Marc Piot, c'est un sociologue de l'Université de Québec à Montréal qui a écrit ça en 71. Ben, c'est sous sa direction, là. Ça a été dans la bibliothèque, ben, dans la collection Les classiques de la science sociale. Puis, c'est ça, c'est à partir d'une bibliothèque syndicale qu'on a retrouvé ce document-là. Mais je me rappelle plus laquelle. C'est pas grave. Électronique réalisée. C'est pas de mon œuvre. Bref, c'est un enseignant de département de sciences politiques. Fait
c'est quand même pas un. C'est quand même une belle source d'information. C'est un travail sérieux d'après moi. Puis il fait une super bonne analyse de classe. Puis ce qui est drôle avec son analyse de classe, c'est qu'elle est très similaire à par exemple la mienne. Sauf que à l'époque, le maoïsme était beaucoup plus en vogue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Personnellement, quand je lis des trucs maoïstes, je suis comme Oh my God, tu veux t'allier avec la bourgeoisie nationale qui est colonisée pour un mouvement révolutionnaire indépendantiste, puis tu penses que tu vas te diriger vers le socialisme avec ça. Tu sais, pour moi, c'est tellement évident que c'est pas le cas. Mais pour des gens comme Jean-Marc Piot, tu sais, il lisait, je pense, ce que Mao écrivait vis-à-vis les cultures opprimées, vis-à-vis la mobilisation de la base. Ça, c'est des éléments importants que je trouve intéressants. Fait que, tu sais, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, là. Mais bref. D'autres œuvres du même auteur, La communauté perdue, Petite histoire du militantisme, Marxisme et pays socialiste, Un parti politique, Le syndicalisme de combat. Donc, tu sais, sur Lénine, fait on voit quand même que Piot, tu sais, il est militant il est sur le plancher, là. Il œuvre avec la base. Lui, il veut mobiliser les gens vers la lutte. C'est pas un académicien perdu, là. Je pense que Piot, en plus, c'est une personnalité qui était investie dans son syndicat. Je pense qu'il est devenu leader syndical à un certain moment donné. Mais quand tu parles du syndicalisme de combat, tu te coupes complètement euh, des directions syndicales réformistes. Puis c'est une autre raison pourquoi j'aime bien cette personne-là. Si on se rappelle bien, quand je faisais la lecture du mouvement syndical dans les perspectives du Québec, dans l'épisode 5, je crois, j'ai essayé d'expliquer le plus possible les différents intérêts de classe d'une direction syndicale souvent petite bourgeoise parce que ses conditions matérielles sont différentes, le salaire est plus élevé, les avantages sont plus élevés, donc il y a comme une motivation de garder son rôle et sa position privilégiée à tout prix, comparé aux syndiqués de base qui sont souvent bas salariés, débordés, exploités, racisés, tout le kit. Fait que quand tu avances un syndicalisme de combat, ben, tu prends pour acquis que il y a un syndicalisme qui a besoin d'être fait qui n'est pas poussé par les directions syndicales orthodoxes. Alors bref, ça sera pour un autre tantôt qu'on pourrait peut-être lire ça. Donc aujourd'hui, on va commencer à lire jour après jour, puis on va voir où est-ce qu'on va se rendre. C'est des chapitres qui sont relativement longs, mais si on peut faire 10, 15, 20 pages par jour, ben ça sera au moins ça. Donc ici, on voit bien la couverture du livre, qui démontre quand même Euh, je pense que ça, c'est des véhicules de l'armée. Mais je serais curieux de savoir c'est quoi le contexte de cette photo-là, de cette photographie-là. Éventuellement, peut-être que je pourrais regarder ça. Donc, allons-y avec la présentation. On va rendre un peu plus gros pour vous autres. Tout le monde puisse voir c'est quoi le texte. Moi, mon texte est ajusté à mon écran pour que je puisse voir le chat en même temps que le texte. Alors, si vous m'écrivez dans le chat, je peux vous répondre, puis on va de l'avant ensemble. La crise québécoise, amorcée par les enlèvements du FLQ et approfondie par la répression gouvernementale, dévoile le rapport des forces politiques en présence ainsi que les contradictions économiques, sociales, culturelles et politiques qui sont à la base de cette crise. À ce niveau, un état de crise est toujours hautement significatif car il rend évident ce qui est ordinairement masqué par le fonctionnement du soi-disant normal des différentes institutions économiques, politiques et idéologiques. Dans le silence que cherchent à imposer les classes dominantes et parmi les explications partielles qui sont données de la crise, il nous a semblé important d'intervenir le plus rapidement possible afin de tenter d'éclaircir les fondements de la crise et les conclusions qui s'en dégagent. Il sera toujours possible, plus tard, d'approfondir nos analyses, de les rendre plus rigoureuses théoriquement et plus documentées au niveau des faits. Il serait trompeur d'affirmer que les auteurs des différents textes que vous allez lire partagent tous la même ligne politique. Ah, ça va être intéressant d'explorer ça, de voir comment est-ce que les lignes politiques se contredisent, ont des avantages et des désavantages. Ça, j'aime ça faire ce genre de truc-là. Mais il me semble possible de relier les différents articles par un même fil conducteur. La première question à poser est la suivante. Pourquoi les gouvernements ont-ils eu recours à la loi des mesures de guerre et à l'occupation armée du Québec? Ah, ça c'est une bonne question. Pour démanteler le FLQ, cette justification des gouvernements ne peut marquer la disproportion criante entre l'ampleur des mesures répressives
et la trentaine d'FLQistes à coffrer, qu'on n'a même pas réussi à coffrer anyway. D'ailleurs, le fait qu'après plus d'un mois, ces mesures n'aient pas permis de démanteler le FLQ prouve par l'absurde que le véritable objectif des gouvernements n'était pas le démantèlement de cette organisation. Il faut chercher ailleurs. Ah, ça paraît-tu, j'ai lu ce chapitre-là, j'ai tout de suite arrivé à la conclusion. Comme le montre BR dans son article. Alors, bon, une petite note rapide. C'est certain que c'est... OK. Fait que le chapitre 1, c'est le day-to-day de Jean-Marc Piot, je crois. C'est vraiment un récit qui ressemble à un journal. Donc, le 16 janvier, telle chose est arrivée, tel article est sorti dans la presse, telle personnalité politique a dit ça. Le problème, c'est que 50 ans plus tard, tu sais, les noms qui étaient, je suis sûr, très communs à l'époque, comme si aujourd'hui on parle de, mettons, Manon Massé ou Mathieu Bock-Côté ou je sais pas trop qui d'autre, ben, tu sais, je vivais pas, je lisais pas les journaux en 70, fait que ça va être intéressant pour nous de juste passer à travers, voir des noms, puis essayer de deviner c'était qui. Comme le montre BR dans son article, les organes d'information ont été, du 5 au 16 octobre, pris à leur propre piège. En temps normal, les médias présentent la société comme la meilleure possible. Il y a bien des petits problèmes, mais ils sont isolés et présentés comme si les gouvernements œuvraient de toute leur force pour les solutionner. La mécanique sociale serait comme une auto dont la carrosserie et le moteur sont en excellentes conditions, mais qui a quelques défauts facilement corrigibles par de bons mécaniciens, des bons réformistes. Mais la crise a neutralisé momentanément cette fonction idéologique des médias, que les gouvernements aient manifesté, même faussement, une volonté de négocier, consistait à reconnaître le FLQ, dont l'existence des problèmes que celui-ci soulevait. Ah, c'est intéressant. C'est un peu similairement à la manière dont le gouvernement a négocié avec le mouvement étudiant en 2012. Je le sais parce que je faisais partie du comité qui donnait la ligne d'attaque à Martine Desjardins à l'époque, parce que j'étais avec le Concordia, on faisait partie de la FERC, fait que, don't hate on me pour faire partie de la FERC, c'était un peu institutionnellement obligatoire. Mais on avait un rapport de ce qui se disait, de notre réponse, de leur réponse à notre réponse. Fait que nous autres, on l'a su bien rapidement que de un, la ministre de l'Éducation de l'époque, elle connaissait rien de son dossier parce qu'on amenait des chiffres, des statistiques, des réalités du Québec qui étaient très facilement accessibles, parfois même par des sites comme Statistique Canada, que elle, la ministre même de l'Éducation, avait jamais entendu parler de sa vie. Puis qu'au final, tout ce qu'on disait, elle disait, ben, on va considérer ça, puis on vous revient. Puis elle revenait jamais avec rien parce que tout ce que le gouvernement avait à faire, c'est de dire non. Donc, la négociation étudiante à cette époque-là était strictement à des fins de relations publiques dans les médias, de montrer la bonne foi du gouvernement qu'on négocie avec les étudiants, on travaille ensemble, on va trouver une solution, blablabla, ce qui était totalement faux. Et je pense qu'on voit un peu les mêmes pratiques ici avec les négociations avec le FLQ, que dans le fond, il n'y avait aucune volonté de changement, c'était juste pour jouer le jeu des médias. La publication du manifeste, auquel s'est identifiée la majorité des Québécois, montrait précisément ce que cherchent à cacher les médias: l'entrelancement de tous les problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques. L'un des objectifs de la répression gouvernementale est d'arrêter cette politisation des Québécois et d'obliger les médias à revenir à leur fonction idéologique première, qui est de diffuser l'idéologie des classes dominantes. J'ai un petit peu de thé, on va en prendre une gorgée. Donc ici, on parle bien, avec raison, de la relation entre la lutte sociale, dans ces manifestations différentes, et le niveau de conscience de classe qui monte ou qui descend, mais la plupart du temps qui monte. Donc ici, il y a une condition objective du Québec qui est notre exploitation au capitalisme canadien, au capitalisme francophone, au capitalisme états-unien, qui fait en sorte que la classe ouvrière à son ensemble est totalement dans la misère. Puis un mouvement qui vient pointer du doigt la cause de notre oppression quand il y a des gens qui sont en situation que justement ils la vivent, cette oppression-là, ils n'ont pas besoin de la lire dans un livre, ben les gens naturellement vont être d'accord. Parce que c'est dans leurs intérêts matériels de l'être. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que les médias, pendant un court moment,
mis de côté leur discours de légitimisation du système bourgeois pour le critiquer, que ce soit même pendant seulement 10 jours. Mais face à cette politisation, les médias ne pouvaient pas revenir seulement au statu quo ante. Dans les médias, comme dans tous les appareils idéologiques de la classe dominante, donc y compris les maisons d'enseignement, un fort courant cherche à supprimer toute possibilité de contestation de l'ordre dominant. C'est le début d'un McCarthyism, dont Jean-Paul Brodeur analyse les mécanismes logiques dans son article. Donc, essayer d'être un marxiste révolutionnaire dans un contexte universitaire, si tu es un professeur cool, peut-être, mais essayer d'aller chercher une position respectée quand tu nourris les luttes de terrain et la politisation de la population, c'est comme bonne chance. Vaut mieux analyser et observer les résultats de ces antagonismes de classe-là. Ah, il y a beaucoup de pauvreté, la pauvreté augmente de 10%, il y a 150 plus de morts dans les hôpitaux qui sont pauvres que l'année dernière. Ça, c'est apolitique, c'est des descriptions apolitiques de la situation. Mais la minute que tu commences à dire l'appauvrissement est dû aux politiques des puissants, puis on va expliquer pourquoi tout l'appareil gouvernemental bourgeois est incapable de résoudre le problème de, par exemple, l'itinérance, les sans-abri, qui, by the way, en 200 ans de capitalisme, il n'y a aucune société capitaliste qui est capable de dealer avec le problème, même s'il y a plus de maisons et de condos vides qu'il y a de sans-abri, puis qu'on a plein d'argent pour construire des condos, puis plein d'espace, etc., etc. On est incapable de dire ouvertement que le système il est simplement pas fait pour dealer avec ces problèmes-là. Pourtant, les classes dominantes ne limitent pas leur offensive aux seuls médias. Il existe depuis quelques années au Québec des groupes organisés qui contestent à des degrés divers le pouvoir des classes dominantes. L'un des objectifs de la répression gouvernementale ne serait-il pas d'écraser ces groupements? Poser la question, c'est d'y répondre. Examinons en premier lieu l'organisation qui centre ses luttes sur la question nationale, le PQ. Ouais, mais le PQ, c'est une composition petite bourgeoise de sa direction, fait on n'a pas trop d'espoir. Plusieurs dirigeants politiques ont tenté d'assimiler le PQ au FLQ. N'ont-ils pas de cette façon indiqué un des objectifs de la répression gouvernementale, briser le mouvement indépendantiste animé par le PQ? Je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette conclusion-là. Mais c'est vrai que le PQ contribuait au discours nationaliste, par exemple. Le discours, dans son état symbolique, oui, oui, absolument que le PQ y participait. Maintenant, le nationalisme que le PQ essayait de créer, est-ce que c'est le même nationalisme que les classes travailleuses vont vouloir participer? Je ne suis pas certain. À première vue, rien dans le programme de ce parti ne paraît mettre en cause les intérêts du capital anglo-ontarien. Ah ah! La solution de René Lévesque dit bien que le PQ préconise une association économique profitable aux deux partis. Ben, je suis content de ne pas avoir à contrer ce texte-là trop, il va dans ma direction. Toutefois, en réalité, le réaménagement économique proposé par le PQ met en cause non seulement les intérêts à moyen terme du capitalisme anglo-canadien, le jour après jour, mais aussi ses intérêts à court terme. On sait que l'association économique du Québec avec l'Ontario, telle que pratiquée aujourd'hui, coûte aux Québécois 2 milliards par année. Puis ça, c'est en 70. Fait qu'aujourd'hui, je serais curieux de savoir c'est combien. Qu'on peut voir dans le livre de Rodrigue Tremblay. Envisageons la possibilité que le PQ accepte qu'une telle association maintienne des avantages plus grands pour le capital anglo-ontarien que pour le capital québécois. Le Québec continuerait de nourrir le capital ontarien à raison non plus de 2 milliards, mais par exemple d'1 milliard par année. Quand même 1 milliard par année. Même dans ce cas, le capitalisme anglo-ontarien continuerait à s'opposer à la souveraineté du Québec et emploierait tous les moyens pour empêcher la réduction des revenus annuels que nous lui apportons. Le capitalisme anglo-canadien, dominé et écrasé par l'impérialisme américain, ne peut se permettre de perdre même une partie des revenus que lui procure sa domination sur le Québec, qu'on peut voir dans l'article de Michel Pichette. Puis, c'est ça qu'on doit comprendre avec la réponse canadienne-anglaise au PQ. C'est que même s'ils veulent garder des bonnes relations, tu leur fais quand même perdre 1 milliard de dollars par année. Fait ils vont pas être contents avec ça. Là. Voyons donc, c'est quoi cette illusion-là? Il existe d'autres organisations politiques qui, même si elles sont minuscules par rapport au PQ, sont d'autant plus dangereuses pour le pouvoir qu'elles relient concrètement la lutte de libération nationale à la lutte de libération des travailleurs. Donc ça, c'est comme l'étape d'après.
Non seulement on se libère du capitalisme ontarien, mais on se libère de notre propre capitalisme. Pensez donc à ça. Il faut bien dire ici que ce sont majoritairement ces organisations qui ont été visées par les arrestations et les perquisitions. Intéressant, donc non pas le PQ, mais bien ces organisations qui remettent en cause la légitimité du capitalisme. Et même les éléments péquistes arrêtés en province étaient constitués de ceux qui, en plus de travailler pour l'organisation électorale du PQ, militaient dans les organismes extra-parlementaires du type comité citoyen ou organisation étudiante. Donc des bons démocrates. Ajoutons à ce dossier le terrorisme verbal employé contre le frappe par les marchands et les drapeaux. Article de Demilio de Hippola. Donc ça, on parle probablement des médias. Et il deviendra clair que les classes dominantes reconnaissent ceux qui sont les plus dangereux ennemis. Donc pas les péquistes parlementaires qui font rien, mais qui font des beaux discours, mais bien les péquistes qui sont actifs avec la population at large pour faire de la mobilisation politique et de la politisation. L'administration municipale de Montréal est reconnue pour ses tendances fascisantes, beaucoup plus marquées encore que celles des gouvernements de Québec et d'Ottawa. Pourquoi cette fascisation? On ne peut l'expliquer par la personnalité de drapeau. Comme le montrent Hélène Davis et Louis Maheu, Montréal est le lieu où se manifeste de la façon la plus évidente la domination économique de la domination ethnique de la bourgeoisie anglo-américaine dans un cadre urbain qui multiplie les contradictions du capitalisme. L'administration municipale étant, comme les autres paliers gouvernementaux, incapable de solutionner les symptômes de cette domination, par exemple la crise du logement, qui est encore un enjeu aujourd'hui, soit dit en passant, en est à réduire à employer les répressions contre tous les groupements qui cherchent à renverser cette domination. Tu veux la liberté puis t'affranchir, ben check bien ça, l'État capitaliste te pile dessus. La répression qui s'installe au Québec n'est pas un phénomène unique dans le monde capitaliste occidental. Aux États-Unis et en France, notamment, les classes dominantes utilisent de plus en plus la répression contre les organisations qui cherchent à remettre en question leur domination. Le système capitaliste est en crise au niveau mondial. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Il n'est plus capable de masquer les symptômes de sa domination, que ces symptômes soient le chômage ou l'écart grandissant entre les pôles de richesse et les pôles de pauvreté. Ah ben ça tombe bien, on a résolu ce problème-là en 2020. Les riches et les pauvres, ils gagnent le même montant d'argent dans les sociétés capitalistes. Non. La fascisation du régime... Ok, commentaire rapide. Ça veut dire que tous les gouvernements, tous les mouvements de gauche, toutes les espèces de démocrates réformistes, en 50 ans, ils n'ont pas réussi à renverser la vapeur. Que ce soit les mouvements de masse des étudiants, des infirmières, de tous les mouvements, 500 000 personnes en rue, d'occupation de bureaux, de manœuvres, de grève économique, etc., etc. On n'a pas réussi à renverser la vapeur que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Donc, il faut aller plus loin. La radicalisation est nécessaire. La fascisation du régime au Québec s'inscrit donc dans un cadre mondial où les classes dominantes s'orientent de plus en plus vers la dictature policière et militaire afin de préserver leur domination. C'est dans cette perspective que Roch Denis critique le terrorisme dit FLQ. La lutte contre le capitalisme passe par l'organisation politique des travailleurs. Et je suis d'accord avec cette perspective. C'est ça. Moi, le FLQ, je ne l'idolise pas. Je salue le message politique et l'effet que ça a eu sur la mobilisation et la politisation du Québec, sauf que une analyse dialectique demande une certaine prédiction de la réplique des partis bourgeois. Donc, une action cause une réaction. Et ici, on voit bien que l'action n'a pas été capable de vaincre la réaction de l'État bourgeois. Le FLQ a fait des attentats terroristes, ont eu un manifeste. La réaction de ça a été l'occupation militaire et l'arrestation de tout le monde partout. Le FLQ n'a pas eu une réponse à ce problème-là. La réponse, d'après moi, ou une des réponses au minimum, c'est la mobilisation en nombre des travailleurs et travailleuses du Québec à travers leurs syndicats et, ben, si on pourrait, un parti politique sur des bases de classe. Pourquoi? Parce que tu peux arrêter 400 personnes avec la police, faire la répression. Tu ne peux pas arrêter 450 000 personnes qui manifestent pour un changement de société. Tout ce que ça fait, si tu essaies de faire de la répression contre genre 400 000 personnes au Québec, c'est que les gens vont voir que la police n'est pas leurs amis, puis ça va provoquer plus de mobilisation de masse. Un peu comme on a vu à 2012. Puis c'est ça qu'on veut. Puis ensuite de ça, ben, quand on se rend à cette étape-là, ben, c'est de mettre la question du pouvoir politique à l'agenda du mouvement. Donc, de simplement dire, le gouvernement est incapable de nous donner
ce qu'on veut, donc prenons-le nous-mêmes. Là, c'est ce qu'on appelle mai 68 en France. Mais ça, c'est difficile. Puis le niveau de politisation de la population doit être relativement élevé à un certain moment pour que ça se passe comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut joindre votre organisme socialiste révolutionnaire local comme alternative socialiste pour faire ce travail-là. La lutte contre le capitalisme passe par l'organisation politique des travailleurs. Les actions isolées donnent des justifications trop faciles aux classes dominantes pour fasciser le régime. Quelle conclusion tirer de cette analyse? Premièrement, la répression, malgré des périodes d'accalmie ou de repli, ira en se renforçant au Québec au fur et à mesure que les masses se politiseront et s'organiseront. Et maintenant, pour ceux qui observent, les gens vont avoir tendance à dire que le niveau de répression politique est relativement faible au Québec. Mais moi, ma réponse à ça, c'est de dire, ouais, mais les masses ne sont pas politisées et ne sont pas organisées. Fait que les éléments fascisants, ils n'ont même pas besoin de se mobiliser entre eux. L'État est ultra stable en ce moment. Il n'y a aucun mouvement de contestation. Mais si on commence à s'organiser, faire des grèves générales illimitées, par exemple, que plusieurs syndicats, la CSN, FTQ, font des fronts communs, revendications concrètes politiques, formation d'un parti de masse, check bien ça, toi, comment que la discussion sur la fascisation de notre régime va se remettre de l'avant. Deuxièmement, la solution à la fascisation du régime n'est pas le libéralisme, mais le socialisme contrôlé par les travailleurs. L'itinéraire politique des drapeaux, Marchand et Trudeau montre bien que les classes dominantes ne sont libérales, entre guillemets, que lorsque leurs intérêts ne sont pas contestés. Ouais, donc démocratie, ouverture, liberté de presse, oui, 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 jusqu'à temps que ton mouvement social menace la légitimité de l'État capitaliste. Hop, là, soudainement, la presse n'a plus le droit de parler, la police a le droit d'arrêter tout le monde, puis ben, si tu disparais, ben tu disparais. Bizarre, hein, comment ça se passe? Puis c'est même pas un rêve, genre abstrait, utopiste de penser de même. C'est des choses qu'on fait en ce moment dans les autres pays. Alors, pendant que notre gouvernement va dire, ah, démocratie, féminisme, blablabla, il va vendre des armes en Arabie Saoudite pour justement faire des guerres génocidaires, des occupations, de maltraitance de femmes, d'esclaves, de tout ce qu'on veut. Puis ça, on s'en fout. Ça veut dire que l'idéologie libérale de notre gouvernement est absolument pas appliquée à toute situation. Parce que moi, par exemple, euh, tu sais, battre des femmes, c'est pas quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, même que pas du tout. Alors, est-ce que je serais ami avec quelqu'un qui battait sa partenaire, genre de manière régulière et visible, dans le sens que je connais que c'est ça qu'il fait, je sais que c'est ça qu'il fait de manière régulière, puis je le vois faire. Est-ce que je serais vraiment ami avec une personne de même? Ben non, parce que je suis capable de dire que c'est dans mes valeurs tu sais, de ne pas m'entourer de gens comme ça. Mais pour les gouvernements libéraux, par exemple, aucun problème. On va vendre des armes, on va serrer la main, on va s'asseoir à côté, faire des belles rencontres politiques. Fait que les valeurs libérales n'existent pas. Ce sont que du window dressing pour donner un facsimile de légitimité au régime capitaliste pour dire aux travailleurs que oui, 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 on vous aime et on prend soin de vous dans notre régime. C'est une unique illusion. Lorsque la contestation s'amorce, ces classes s'orientent rapidement vers l'une ou l'autre des formes de fascisme. Troisièmement, la crise a confirmé l'isolement et la faiblesse des groupes de gauche au Québec. Quel type d'organisation politique faut-il pour rompre cet isolement et contrer l'offensive de répression qui s'intensifiera? Ben, c'est la question qu'on se pose. Par où faut-il commencer? Peut-être par la formation d'un militant sérieux, capable d'analyse politique et d'action politique conséquente? Alternative socialiste? Question mark. Quatrièmement, la crise a contribué à balayer la confusion des positions qui se réclamaient de la gauche jusqu'à maintenant. La répression entraîne une démarcation nette entre ceux qui font passer d'abord leur intérêt particulier petit bourgeois et les militants qui entendent assumer par la pratique les intérêts fondamentaux de la classe ouvrière. Qui dit pratique dit mobilisation de terrain et non réaction Facebook et articles qu'on share, d'auteurs qu'on aime, qu'on est d'accord avec. Il faut faire les deux, jour après jour. Alors allons-y, camarades, chapitre 1. Jour après jour, Jean-Marc Piette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est date par date par date, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime ça, ce chapitre-là, parce que, tu sais, nous, on n'était pas là, mais ça nous donne vraiment une idée de l'évolution des événements à travers, tu sais, ce qui s'est passé. Mais avant de commencer le chapitre, je tiens à dire quand même que le FLQ, c'est pas seulement cet événement-là. Le FLQ a existé pendant des années avant la crise d'octobre, puis il y a eu des centaines, je pense, ou des douzaines, ou des dizaines, mais bref, plusieurs actions terroristes au Québec à l'époque, des attentats à la bombe, il y a même eu des meurtres
de gens syndiqués, c'est un peu croche, là. Fait que, bref, le FLQ, c'est pas seulement cet événement-là. Puis il faudrait que je lis davantage sur leur histoire, là, de leur début. Peut-être qu'il y a un autre chapitre dans le livre aussi qui en parle. Le 10 octobre, j'ai commencé la rédaction d'un journal des motifs strictement personnels. Ah, je pense qu'il y a un point ici qui n'a pas été mis. Le 10 octobre, j'ai commencé la rédaction d'un journal. Des motifs strictement personnels m'y poussaient. Mais très rapidement, les réflexions politiques ont pris le pas sur toute autre forme de réflexion. Ici sont publiés les passages politiques de mon journal où, jour après jour, j'ai tenté de comprendre les événements et, à partir de cette compréhension, d'agir. Ah, c'est magnifique. Donc, compréhension théorique vers l'action pratique. J'adore, j'adore, j'adore. On trouvera, en plus de ces réflexions, le calendrier quotidien des événements de la crise. Lundi 5 octobre 70, Cross est kidnappé par le FLQ. Donc, on commence le 5 octobre. Mardi, le 6 octobre 70, les 6 conditions du FLQ et son ultimatum, donc, sont dévoilées. Mercredi 7 octobre 70, publication intégrale du communiqué du FLQ. Ottawa ne répond pas à l'ultimatum du FLQ. Ben, t'as pas le rapport de force. Une loi autorisant la détention préventive risque de s'étendre à l'ensemble des États-Unis. L. Wisnitzer dit dans la presse. Je suis curieux de savoir pourquoi il a mis ça dans son journal, puis pourquoi on le mentionne. Est-ce que c'est parce qu'il observe qu'il y a comme un tâtage de terrain dans les médias de masse, de proposer l'idée pour voir si les gens réagissent, parce qu'on pense que ça va peut-être arriver éventuellement au Québec? Je ne sais pas. Ou c'est une démonstration du contexte fascisant contre les mouvements de gauche à l'époque, des années 70. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même durant la guerre froide. Alors, n'importe qui est communiste à l'époque, c'est les ennemis numéro un des gouvernements. Jeudi 8 octobre 70, Sharp demande au FLQ de nommer un négociateur. Euh, J. Parizeau, c'est Jean? Je ne me rappelle plus. Parizeau dénonce l'attitude du PQ sur l'assurance maladie. Dans une lettre, Cross demande aux autorités d'accepter les demandes du FLQ. Cross, c'est la personne qui est kidnappée. Radio-Canada diffuse le manifeste du FLQ. Wow! Fait que 3 jours après le kidnapping. Ça s'est fait vite, pareil. Mais tu sais, c'est quoi ces conditions de kidnapping? On ne le sait pas. Vendredi 9 octobre 70. Un convoi de l'armée à Montréal. Pas de rapport avec l'enlèvement. Come on, come on. Peu d'espoir pour les gars de La Palme. La presse. Madame Lemieux croit qu'Ottawa veut en venir à une fusillade en règle. Donc, il y a déjà, dans les médias de masse, des observations assez problématiques. Puis on est seulement le 9 octobre, là, c'est... Bref. Il faut dire aussi que le mouvement indépendantiste prenait de plus en plus d'envergure. Les organisations syndicales se radicalisaient à l'époque. Il faut le dire que la CSN a mis dans ses statuts qu'il fallait aller vers le socialisme. Donc, c'est pas la même chose que les syndicats d'aujourd'hui. Il faut dire aussi que les attentats terroristes du FLQ perduraient depuis des années. Donc, c'est pas comme si la société était d'un calme absolu et que soudainement, le 5 octobre, ah ben là, finalement, on se réveille puis on veut déployer l'armée. Je pense que la publication du manifeste du FLQ dans les médias, le kidnapping d'un représentant du capitalisme, donc ça veut dire que les personnalités publiques capitalistes ne sont plus en sécurité, la, la mobilisation syndicale qui s'améliore fait en sorte que le gouvernement fédéral devait déjà avoir des plans de fabriquer en réponse à une éventuelle manifestation populaire de la classe ouvrière québécoise pour l'indépendance du Québec. D'après moi, ça semble être un geste logique. Samedi 10 octobre 70, 6 heures de l'après-midi. OK. Choquette rejette les demandes du FLQ. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas c'est qui Choquette. La porte est kidnappée. Donc, deuxième kidnapping. Le téléphone sonne. Patrick Strauerman m'annonce que la porte, le ministre du Travail, vient d'être enlevé par le FLQ. À CKGM FM, le vendeur de logos décrit un vendeur de logos. Un vendeur de logos, je sais pas c'est quoi moi. En tout cas, un vendeur de logos décrit les tactiques de harcèlement qu'utilisent contre eux les policiers de drapeau. Ah, parce qu'ils doivent vendre des logos du FLQ, j'imagine. Donc, c'est des représentants de la propagande felkiste. Drapeau affirme que les manifestations conduisent au FLQ. Ah, donc on fait le lien entre l'action terroriste et les manifestations pacifiques. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, pas de temps à perdre. Ne serait-ce pas plutôt leur interdiction qui provoque le plus fortement l'action armée? Donc, parce que tu ne laisses pas place à la revendication paisible,
tu obliges la revendication violente. C'est un peu ça l'argument. L'idéologie de drapeau est, à tous les niveaux et de façon cohérente, celle d'un despote. Pas surprenant. Dimanche 11 octobre 70, 11h30 PM. Nouvel ultimatum du FLQ. Je me suis regardé ce soir au Canal 12 d'une interview d'une douzaine de minutes. Ils ont choisi les 30 secondes où je dis que, selon moi, dans la situation actuelle, la lutte armée est la voie la plus rapide. Non vers la révolution, mais vers la prison. Donc, il est contre le FLQ en ce moment. Ces 30 secondes étaient précédées de l'intervention de l'animatrice affirmant que je suis contre la violence. Bien bizarre, ça. Fait que ça veut dire qu'au Canal 12, c'était genre des radicaux, que l'animatrice était genre pour la violence. Ben, il me semble que dire à un invité aujourd'hui qu'il est contre la violence, c'est comme normal. Puis lui, il s'en défend. C'est bizarre. Comme si un marxiste ne savait pas que pour lutter contre une société fondée sur la violence de la classe dominante, on ne pouvait opposer que la contre-violence des dominés. Chacun est, au niveau des principes, contre la violence. Mais les classes dominées ne peuvent lutter contre la violence du pouvoir avec des mouchoirs. J'aime bien cette phrase-là. C'est comme être ultra réaliste. Tu sais, on a déjà de la violence faite contre nous, fait qu'est-ce que tu veux faire pour te défendre? Des mouchoirs? Tout ce problème se ramène à une question facile. Dans tel ou tel rapport de force, quels sont les moyens les plus aptes à contrer le pouvoir de la bourgeoisie? Absolument, c'est la bonne question. Excusez, je change de posture parce que c'est quand même m'asseoir des heures en ligne d'une certaine posture, c'est pas super confortable. J'ai besoin de m'étirer. Dans les 9 minutes et demie amputées, j'expliquais, en me fondant sur une analyse du Québec, les raisons politiques qui entraînaient un certain nombre d'individus à opter pour le FLQ. Mon intervention, telle qu'amputée et présentée, me donne au mieux l'image d'un NPD. Quelle dérision! Donc, au lieu d'être un marxiste révolutionnaire qui comprend la dialectique de la violence, il se fait passer pour un social-démocrate qui est contre toutes sortes de violences, qui est un peu le discours des médias, donc c'est pas si surprenant que ça. Dorénavant, je refuserai toute interview qui ne passera pas en direct. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Chomsky, l'anarchiste populaire, il a un peu le même discours avec les médias, dans le sens que Chomsky refuse toute entrevue d'un média parce que le format de discours pendant 3 minutes ne se prête pas à un discours qui se veut critiqueur, qui veut critiquer le statu quo. Parce que quand tout le monde est d'accord, ça va vite. Tu discutes, tu parles des détails, 3-4 petites observations ici et là, puis tu finis ton entrevue. Mais quand il faut que tu expliques pourquoi quelque chose est problématique, puis qu'en même temps, tu offres une alternative, faire ça en 3 minutes, c'est très difficile. Fait que Chomsky a dit carrément que les entrevues avec lui, il fallait que ça soit d'une certaine manière, parce que sinon, tout comme l'auteur du livre qu'on est en train de lire, ça se lègue pas bien à un discours de gauche dans les médias. Puis moi, je me rappelle très bien pendant les mouvements contestataires environnementaux de l'année dernière, quand les écoles secondaires allaient en grève pour manifester pour l'environnement. Puis certains représentants de ces écoles secondaires-là, qui avaient une certaine position de leadership ou d'influence, étaient allés à, mettons, LCN, avec un tweet de LCN, je ne sais pas qui, là, pour dire genre que le système était illégitime, qu'il fallait faire des changements systémiques, que le gouvernement était incapable, etc., etc., etc. Et que l'animateur de cette entrevue-là ignore complètement cet aspect de la conversation pour demander aux enfants, oui, mais chez vous, les enfants, est-ce que vous recyclez? Est-ce que vos parents recyclent? Est-ce que vous prenez l'autobus? Non, non, non. Tout de suite, les médias vont dans la politique, les actions individuelles, viens pas parler du système, viens pas parler de la légitimité de la bourgeoisie et du parlementarisme. Est-ce que vous recyclez les enfants? Moi, je trouve ça tellement paternaliste. Et ça montrait à nu la ligne éditoriale des médias privés. Ah, on n'ira pas critiquer nos patrons, là. C'est eux autres qui payent notre salaire, puis que c'est le système qui nous revendique. Ben voyons, c'est quoi le mot que je veux dire? Les médias privés font leur argent avec les annonceurs. Donc, va pas critiquer la manière que le capitalisme fonctionne. Ça, c'est du non, 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 non. On va pas dire aux gens de moins consommer. Il faut recycler ce qu'on consomme et qu'on continue de consommer. Ça, c'est la voie libérale. Par les enlèvements, le FLQ s'est attiré la sympathie de la majorité des jeunes.
C'est quand même un fait intéressant. Mais les jeunes sont de nature beaucoup plus radicales en société, sont plus prêts à voir le but comme étant un objectif clair à aller chercher que juste juger les méthodes. Et la publication de son manifeste par les médias de la classe dominée a brisé la première résistance des milieux populaires. J'ai l'impression que ceux-ci comprennent et acceptent maintenant les raisons politiques du FLQ, mais refusent les moyens employés. C'est un énorme pas en avant pour le FLQ. Il faudra voir les réactions lorsque le rapport de force changera au profit du pouvoir. Donc, oui, à ce moment-là, le FLQ a un grand capital de sympathie, mais on va voir la réponse des dirigeants, puis comment est-ce que ça va changer l'opinion publique. Car les gouvernements ne peuvent plus maintenant reculer. Et le FLQ devra liquider les deux kidnappés s'il ne veut pas tomber dans le ridicule. D'autre part, vu la faiblesse de son organisation et son manque de support dans la population, il ne pourra continuer très longtemps sa politique d'enlèvement. Et la police réussira encore à démanteler son réseau. Bref, après la liquidation des otages, qui sera largement utilisée par les médias pour dénigrer le FLQ, et après le démantèlement de son réseau, la population redeviendra plus ou moins hostile à son égard. Donc ça, c'est un super bel exemple de perspective politique. À ce moment-là, l'auteur ne connaît pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec la situation. Mais il y a un effort d'analyser les forces et leurs intérêts et leurs buts et comment les choses vont évoluer pour essayer de formuler une réponse aux événements. Donc, le FLQ est en train de se faire du capital de support de par son action radicale avec les jeunes, par exemple. Donc, ça met de la pression sur le FLQ de ne pas simplement relâcher les otages, parce que dans cette situation-là, les gens vont penser qu'ils étaient juste là pour jouer à des jeux, à genre un jeu de société avec le gouvernement et ne prenaient pas la lutte au sérieux. Donc, le FLQ soit garde les kidnappés le plus longtemps possible pour garder leur rapport de force avec le gouvernement. Mais le problème avec cette perspective-là, comme il l'explique, c'est qu'éventuellement, la police va te retrouver. T'sais. La police est dans tes recherches. Fait que ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, mais éventuellement, la police va te découvrir. Tu vas faire une erreur, puis tu vas te pogner. Fait que ça, c'est une défaite. De tuer, puis c'est ça que l'auteur exprime en ce moment, de tuer les otages aussi va léguer à une défaite. Parce que là, tu vas perdre ton capital politique à travers la manière dont les médias vont décrire et parler du meurtre de tes otages. Puis je suis relativement d'accord parce que des meurtres, je pense pas que c'est la manière ou la meilleure méthode pour faire avancer la lutte de classe. Mais c'est cool ça, j'aime ça. Ça, c'est une belle formulation de perspective. C'est vraiment bien fait. Quoi qu'il en soit, les réactions actuelles de la population me font penser, pour la première fois depuis longtemps, que le FLQ est et demeurera un élément essentiel du jeu politique québécois. On voit que finalement, ça s'est plus ou moins manifesté. Là. C'est très. Ben, dans le fond, il faudrait qu'on examine les années 70 et 80 à savoir ça a été quoi l'impact du FLQ, ce que je n'ai pas encore fait. Les péquistes tendent à faire l'année 74 l'année décisive. Elle le sera sans doute pour le PQ et le FLQ. Ah, ça je pense que c'est les élections peut-être? À moins qu'une troisième force s'interpose entre l'électoralisme opportuniste du PQ et le terrorisme du FLQ. Ouais, c'est ça. Fait que ça doit être une année électorale. Puis là, c'est pour ça que ça va être décisif pour le PQ et le FLQ. Parce qu'on va voir comment que la population va canaliser leur conscientisation politique vers soit de la lutte de terrain, ce que le FLQ voudrait, ou, ben en tout cas ce que je pense que le FLQ voudrait, ou l'électoralisme que le PQ essaie de récupérer. Mais les syndicats là-dedans, ils en disent quoi? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ça, c'est la question que moi j'ai pour l'auteur. Les faiblesses du PQ ne sont pas sans aider le FLQ. Quelles sont-elles? Son opportunisme. Ses hésitations lors... Écoute, on a analysé le PQ lors de ma lecture sur nos perspectives historiques. Le PQ, c'est un cul-de-sac. Ses hésitations lors du serment d'allégeance de la reine, sa position à droite du Parti libéral sur la question des traitements accordés aux médecins spécialistes et sa position de non-compromission par rapport aux frappes sont trois des indices d'un parti foncièrement opportuniste. Son programme est d'ailleurs constitué intégralement par cette volonté de concilier les intérêts de tous les secteurs intéressés par le Québec, y compris ceux de l'impérialisme américain et du capitalisme canadien. Évidemment, cette conciliation, entre guillemets, se fera au profit des classes dominantes. Ben oui, ça ne sera pas au profit des classes travailleuses. L'histoire du Québec montre que les travailleurs se font toujours... Excusez, je vais recommencer cette phrase. L'histoire du Québec montre que les travailleurs se sont toujours fait fourrer par la petite bourgeoisie nationaliste. Ah, c'est magnifique.
lire à ce sujet le petit livre d'histoire de L. Bergeron ou celui de G. Bourque. Pourquoi en serait-il différent aujourd'hui? Son inactivité. Hors des périodes électorales, le PQ est incapable de mobiliser ses militants, un peu comme QS en ce moment, note à part. Pour pouvoir le faire, il devrait d'une part... OK, by the way, essayez de vous faire un esprit si les critiques au PQ s'appliquent à la direction de QS. Et si c'est le cas, ben ça veut dire qu'il faut investir les structures démocratiques de QS, ce que le PQ n'a pas. C'est ça la différence entre le QS et le PQ, c'est que tu as bien beau investir les structures démocratiques du PQ, il n'y a aucun lien entre la base et la direction, à part les élections directes, dans le sens que c'est un peu la même relation qu'on a avec notre gouvernement fédéral. Il n'y a aucune instance démocratique. Tu peux avoir des opinions, puis lui dire qu'il aime bien ton opinion, mais finalement, c'est tous eux qui décident, puis nous, on décide de rien. QS, c'est différent. Tu peux mobiliser tes membres localement pour faire pousser un statut pour mettre dans le cahier de proposition. Puis, si tu as un vote populaire du parti, ben là, la direction est obligée de représenter ce point de vue-là. Puis même que la direction haït ça pour mourir, parce qu'à chaque fois qu'on fait de quoi contre leurs intérêts ou contre leurs plans, par exemple, quand on était contre la fusion entre le PQ et QS, wink wink, ça aurait été une mauvaise idée, ben là, la direction, là, dans tous ses états, est mélangée, elle ne sait pas quoi faire, puis là, c'est des grands problèmes, puis blablabla. Parce que la direction, elle a une version libérale du leadership politique. Elle veut que la direction soit la direction unique de la direction politique du parti, tandis qu'un parti démocratique de gauche se veut d'être plus par la base. Fait que les représentants du parti sont là pour représenter la ligne politique de la base et non pas la formuler de toutes pièces elle-même, y compris avec la direction du parti au grand complet, et s'attendre que les membres soient des yes men qui disent oui, oui, oui à tout. Alors, observons si la critique du PQ s'applique à la direction de Québec solidaire. Son inactivité hors des périodes électorales, hors des périodes électorales, le PQ est incapable de mobiliser ses militants. Pour pouvoir le faire, il devrait d'une part les politiser et d'autre part participer concrètement aux différentes luttes qui déchirent le Québec. On a la même foutue ligne opérationnelle avec le parti de QS aujourd'hui. La solution est simple, c'est juste qu'il faut l'appliquer. Il devrait devenir un véritable parti de masse. Magnifique. Actuellement, il ne l'est que par son nombre de membres. Mais vu que les membres ne sont pas politisés et actifs démocratiquement, ce n'est pas un parti qui représente leurs intérêts. Or, poser cette exigence implique la restructuration complète du PQ, ce que je voulais dire auparavant. Un PQ qui ne serait plus le PQ quoi? Mais QS, c'est différent. Ça, par exemple, je vais te dire, QS a des bonnes structures démocratiques qu'on peut investir. C'est sûr qu'il y a toujours des manigances bureaucratiques, mais si tu as le nombre, au moins tu as une carte à jouer. Ça ne veut pas dire que tu vas tout gagner, mais tu vas en gagner une coupe. Au PQ, tu gagnes rien. C'est pour ça que mes petits amis de la FERC qui se recyclent au PQ, moi j'ai trouvé des traites de classe, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir l'habit bleu avec la cravate bleue, puis d'avoir accès au leadership, puis de dire à tout le monde comment il faut vivre dans la société, avec leurs études universitaires, puis les grands détenteurs de la vérité. J'aille ça pour mourir. Moi, ma mobilisation, elle se fait avec les bas salariés, les personnes opprimées, les personnes racisées, etc. C'est eux autres que je veux aider, pas les gouverneurs, puis les gouvernements, puis les petits bourgeois. Son électoralisme a tout craint. Or, la voie électoraliste est plus que problématique. B. Smith a montré dans le coup d'État du 29 avril que les non-French Canadians avaient voté en bloc pour le Parti libéral, tandis que les voix des Québécois s'étaient divisées entre le Parti libéral, l'Union nationale, les créditistes et le PQ. Je ne sais même pas c'est quoi les créditistes, pour être bien honnête. Il faudrait que je regarde ça éventuellement. Les non-French Canadians formant 20% de la population du Québec, il faudrait donc que 62,5% des Québécois francophones votent pour le PQ afin que celui-ci obtienne 50% des votes de l'ensemble de la population québécoise. Ce qui est beaucoup demandé compte tenu de l'orientation fédéraliste des médias d'information. Seule exception, Québec Presse et le Journal de Montréal. Ouais, ouais, Journal de Montréal, on en reparle. Là. Ils ont quand même une perspective pro-péquiste en ce moment, par exemple. Là. Bref, des tactiques d'intimidation qui continuera d'utiliser l'establishment canadien, du système et d'une carte électorale qui ne seront pas fondamentalement modifiées, etc. Il est évident que le 62,5% doit être pondéré par la composition ethnique des différents comtés et par la possibilité que le PQ obtienne le plus grand nombre de sièges sans avoir la majorité des voix.
Mais même ces nuances importantes n'empêchent pas que l'ensemble des facteurs indiquent que le PQ pourra au mieux former en 1974 le parti officiel d'opposition. Dans une telle situation, le FLQ se développerait considérablement et chercherait à se mouvoir comme un poisson dans l'eau. Même cette hypothèse pose de nombreux problèmes. Donc, tu vois, l'auteur fait dans son analyse et ses perspectives, assume que le FLQ va continuer d'exister comme organisation politique terroriste au Québec dans les 4 prochaines années à l'époque. Il aurait pu aussi prédire que s'il continue de faire des enlèvements et qu'il se fait arrêter par la police, qu'il allait profondément être taxé et incapable de continuer, ils vont s'écrouler, ce qui s'est en fait passé dans le fond. Mais les perspectives, c'est jamais censé être parfait, c'est censé être le meilleur guess que tu peux faire pour pouvoir aller de l'avant de manière éclairée le plus possible. Mais on fait toujours des erreurs, c'est difficile de prédire l'avenir. Comment réaliser une lutte armée victorieuse dans un pays urbanisé? Il n'y a pas de précédent sur lequel pourrait s'appuyer le FLQ. Quelle stratégie employer? Lutte sur les deux fronts à la fois. Contre l'impérialisme économique de Washington et contre la domination politique d'Ottawa? Ou diviser les deux adversaires en deux étapes pour mieux les combattre? Ouh. Donc, la deuxième étape, c'est l'idée que on supporte les nationalistes bourgeois nationaux qui sont colonisés par le capitalisme étranger pour faire une indépendance contre ces capitalismes étrangers-là. Puis ensuite de ça, tu n'as qu'à te battre contre ces bourgeois nationaux-là qui sont maintenant plus petits, plus facilement divisables, plus facilement, on peut se battre plus facilement contre eux. Ça, mes amis, c'est une stratégie maoïste. Puis ce qui est arrivé en Chine, c'est que le Parti communiste de Mao s'est allié avec le Kuomintang pour se battre justement contre les forces impérialistes étrangères, avec espérance que le Kuomintang avait les intérêts nationaux similaires au Parti communiste et donc qu'ils allaient pouvoir travailler ensemble. Le résultat de cette alliance-là est qu'en plein temps de guerre, le Kuomintang a calé l'assassinat et le mitraillement de tous les soldats communistes qui se battaient avec eux. Donc, même s'il y avait besoin de ces soldats-là pour gagner la guerre contre les impérialistes, ils ont préféré mitrailler tous les communistes de l'époque. Donc, vous me pardonnerez quand je dis que cette perspective a quand même certaines limitations, comme dirait l'autre. Dans cette perspective, la première étape consisterait à briser le maillon faible, Ottawa. Mais qui, plus précisément? Tous les non-fresh Canadians? La minorité anglaise seulement, en cherchant à neutraliser les immigrants? Ou encore en s'attaquant uniquement au cadre économique, politique et culturel de la minorité anglaise, c'est-à-dire la haute et petite bourgeoisie canadienne du Québec? Ça, pour moi, c'est un autre argument contre cette approche-là d'alliance avec la bourgeoisie nationaliste francophone, c'est que tu t'aliènes toute la classe ouvrière anglophone au Québec, qui est 20% de notre population. Puis oui, c'est certain qu'il y en a qui iront dire que les anglophones, blablabla, on les aime pas. Mais en réalité, les anglophones, même s'ils sont plus privilégiés comparés à nous, comparés encore plus aux gens racisés, comparés encore plus aux gens autochtones, n'empêche qu'ils sont quand même exploités. Donc, d'après moi, la vraie perspective socialiste, c'est d'aller s'allier avec la classe ouvrière québécoise au grand complet, incluant les minorités immigrantes et la minorité anglaise. Mais pour faire ça, il faut que tu délaisses cette espèce de nationalisme culturel qui est ancré dans la perspective du PQ. Fait que tu peux pas faire les deux choses en même temps. Tu peux pas supporter le PQ et aller te chercher les immigrants et les anglophones. Ou tu peux pas aller chercher les immigrants et anglophones puis aller chercher l'appui du PQ. Faut que tu coupes à quelque part au milieu. Moi, je trouve qu'on laisse le PQ en arrière, là, parce que c'est les bourgeois, puis je veux pas travailler avec des bourgeois, à moins que ce soit absolument nécessaire. Puis je peux même pas imaginer une situation où ça serait absolument nécessaire. Voilà beaucoup de questions posées en fonction d'une une conjoncture conjecturale. Oui, absolument, monsieur. Lundi 12 octobre 70. Lettre de la porte. J'espère être libre dans 24 heures. J.G. Lajoie. Le terrorisme risque de provoquer la répression. Ottawa et Québec s'entendent sur un point essentiel. Sauver la vie des deux otages dans la presse, qui est un organe fédéraliste. Le FRAP souscrit aux objectifs du FLQ tout en ne partageant pas ses moyens. Donc, il y a des séparations de classes. Tu as
les gens qui sont fédéralistes qui vont s'allier avec le gouvernement d'Ottawa, puis tu as les gens qui sont nationalistes qui vont s'allier avec le FLQ. Mais comme on le voit ici, on ne partage pas ces moyens parce que les moyens ne viennent pas mobiliser les classes ouvrières dans le nombre, parce qu'on a besoin pour faire la révolution. Dans un communiqué à la radio, la cellule Libération certifie que Cross est toujours vivant. Le gouvernement bougera-t-il? J'écoute l'émission de Pasco à CKLM. La plupart des auditeurs, surtout des femmes, sont d'accord pour que le gouvernement accepte les conditions du FLQ. Plusieurs semblent sympathiques aux idées du FLQ tout en refusant ses méthodes. Le sérieux avec lequel les commentateurs et les analystes politiques abordent le FLQ n'est pas pour rien dans l'image de force qui s'en dégage et se répercute dans la population. Hier soir, à la télévision, un analyste disait à quelles conditions, extension du chômage et de la crise économique, le FLQ pourrait devenir représentatif de l'ensemble de la population du Québec. Donc, ce qu'il dit, c'est que les contradictions du capitalisme vont créer les conditions objectives pour que la population supporte les idées du FLQ. Mais comme on a dit à la fin de notre lecture hier, c'est pas le piston, la machine qui anime la machine, dans le fond, c'est la vapeur. Donc, si la vapeur, c'est les contradictions de la société capitaliste qui viennent donner une motivation à la classe ouvrière de se radicaliser. Mais sans cette crise-là du capitalisme, il n'y aurait pas de radicalisation de la part de la population. Donc, c'est les contradictions matérielles qui viennent créer une motivation de radicalisation. Et dans une situation où est-ce qu'il y a une organisation de gauche qui a un discours rassembleur ou un message libérateur qui est accessible aux masses, ben, ils vont l'adopter. Déjà plusieurs... Pardon, je suis rendu où? Déjà, plusieurs d'entre eux disent que la FLQ a un appui social dans la couche de la population qui vit dans la misère. Exactement. Une semaine a suffi pour transformer l'image de FLQ. Une poignée d'agitateurs fous et étrangers, il est devenu une organisation politique québécoise sérieuse, à cause de sa légitimité et du support des classes qui sont opprimées à fond. Puis ça me permet de faire un aparté pour parler de ma critique à ceux, les groupes de gauche, qui s'adressent seulement aux étudiants ou à la classe activiste des mouvements sociaux. Donc, souvent, les étudiants et la classe activiste sont relativement aisés, sont hautement éduqués, ils ont des conditions de vie relativement stables, ils peuvent se permettre de faire de la mobilisation et donc le font. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les classes opprimées qui ont beaucoup plus de misère à aller dans l'action politique ne se font approcher par personne. Parce qu'il y a des défis, ça prend du travail. Ces gens-là, peut-être qu'ils ne vont pas lire les articles ou lire les livres de théorie de Foucault, puis des écrivains révolutionnaires, parce que ce n'est pas leur réalité de vie de tous les jours. Mais parce qu'on n'a pas une approche qui dirige notre message directement vers eux, notre message s'adresse strictement aux hautement éduqués petits bourgeois. Donc, on a un problème, on a des contradictions dans notre mobilisation de la classe. Donc, personnellement, les groupes qui ne font que d'écrire des articles de 15 pages sur l'analyse de classe et toutes les raisons pourquoi le marxisme, c'est l'idéologie supérieure, pour moi, ça me touche plus ou moins. Parce qu'on le fait déjà. Puis on a déjà atteint le niveau de mobilisation maximale que ça pouvait atteindre. Il faut changer notre approche pour aller chercher, par exemple, aujourd'hui, ça serait les employés du Dollarama qui sont en grève. Combien de groupes de gauche, antiracistes, la lutte du logement, les groupes QS, qui vont s'adresser à ces personnes-là? Fucking zéro. Puis nous, Alternative Socialiste, on veut le faire. Moi, je garde à la... On a eu justement un webinaire en ce moment, puis on a invité des gens de Dollarama. Puis là, maintenant, on a échangé, j'ai son email que je vais contacter. Je vais probablement l'interviewer pour mettre un article de leur situation dans notre journal. Puis après ça, ben, je vais avoir un journal pour aller intervenir dans leur situation, pour leur parler de radicalisation, de perspectives politiques, d'objectifs à aller chercher. Puis en même temps, aller parler aux gens de QS et des autres flancs de la population pour aller en support à ces gens-là. Pour moi, ça, c'est l'approche qui est de loin supérieure. Parce que c'est ça qu'on veut, comme le texte le dit si bien. On veut être une organisation politique sérieuse à travers quoi? À travers un support on peut aller chercher dans
C'est ça. La couche de la population qui vit dans la misère. Ça, c'est la victoire. Si on peut mobiliser cette population-là dans la lutte pour améliorer leurs conditions matérielles, c'est de là qu'on va pouvoir améliorer la société. Point barre. C'est pas en mobilisant les petits bourgeois qui ont des maîtrises en sciences politiques. Moi, j'ai juste un bac. En tout cas, mardi 13 octobre 70. Premier pas vers une entente entre le FLQ et les gouvernements, dit la presse. Le PQ espère que le geste de Bourassa n'a pas été posé pour gagner du temps. Probablement que oui. On essaie de couper son support social et donner la légitimité au gouvernement. Donc, on veut afficher que le gouvernement est là de bonne foi, veut négocier, est à l'écoute de la population, est prêt à faire des changements, etc. Mercredi 14 octobre 70. Négociations rompues. Le mieux attend un nouveau mandat du FLQ. Les ministres étudient les propositions pour la libération de MM, Cross et Laporte. Ah, de M. Cross et Laporte. Assemblée à l'Université de Montréal. Le débrayage des étudiants s'amorce. Donc, les étudiants commencent à s'activer. Jeudi 15 octobre, 2 heures du matin. À 5 heures, ben là, si tu dis 2 heures du matin, pourquoi tu me dis à 5 heures? On ne le sait pas. À 5 heures, Grou, le lynx inquiet, me téléphone. 1 heure plus tard, il est chez moi. Nous buvons, mangeons et fumons ensemble, tout en écoutant les merveilleux trafics. Je sais pas c'est quoi. Nous allons ensuite à l'assemblée politique qui a lieu à l'Université de Montréal. Vallière y est magnifique. Son intelligence politique reliée à sa grande foi en font un leader politique assez extraordinaire. Je pense que Vallière, c'est un membre du PQ. Peut-être que non, je sais pas. Je connais pas mes personnalités historiques du Québec. Vous m'en pardonnerez. Après l'Assemblée, des étudiants de l'UQAM se réunissent. Il s'agit de définir des modalités d'action afin d'organiser le débrayage à l'université. Nice. Ce débrayage aurait surtout pour but de faire pression sur le gouvernement afin qu'il négocie sérieusement avec le FLQ. Une bonne première étape, mais j'aimerais ça que ça, faire pression, négocier sérieusement, ça soit plus objectif et concret que ça. Parce que ça se mesure pas, puis tu sais jamais si tu as gagné, puis tu sais pas s'il faut que tu continues ta mobilisation. Ça reste dans le symbolique, puis ça, j'aime moins. J'aime ça des luttes que je peux gagner. Point barre. Depuis mon retour de Paris, le retour de Paris, quelle chance. J'ai agi politiquement par morale. Il faut que je joigne ensemble tripes et cerveau, quel que soit le projet que je me donnerai. D'ailleurs, ce projet, indépendamment de son objet, devra intégrer la dimension révolutionnaire. Oui, monsieur. Pour me façonner à nouveau un projet, je devrais simplifier mes désirs-besoins. Étant un gars qui fait 1200$ en étant permanent pour Alternative Socialiste, je fais 1200$ par mois, je suis relativement d'accord avec cette conclusion-là. Grou a raison. Lorsqu'en s'inspirant du zen, il insiste sur la nécessité de se dégager de ses désirs. La société de consommation, en nous sollicitant par mille artifices, en vient à créer de faux besoins qui nous lient parce que leur satisfaction exige un certain minimum de vie, un certain niveau de vie. Donc, un certain salaire et un certain travail. Absolument. C'est le processus consommation-intégration que Grou décrit d'une façon impitoyable dans Entre tu et vous. Fait que ça vient encore plus mettre la critique sur la classe moyenne, comme absolument pas comme étant le foyer de mobilisation populaire. Pourquoi? Parce que quand tu t'habitues à un certain rythme de vie, tu t'y identifies, puis ça devient de plus en plus difficile de mettre tout ça on the line pour possiblement faire bouger la société de l'avant. Dans le sens que la minute que tu es menacé de perdre ta job, de perdre ci, de perdre ça, oh là, tu as peur parce que là, tu es en otage par ton patron qui veut pas que tu sois un acteur politique. Tandis que les classes populaires, eux, ils n'ont pas ce problème-là la plupart du temps. Ils sont déjà dans la misère. Mais en même temps, de perdre une job au salaire minimum, tu vas te chercher une autre job à salaire minimum. Ils sont tous à salaire minimum. Ils sont à salaire minimum. Fait que c'est une autre contradiction de la petite bourgeoisie, dans le fond, de la classe moyenne. Et on remarque aussi que tous les partis politiques de centre-droite ou de droite s'adressent strictement à la classe moyenne pour aller chercher leur support. Ils ne vont jamais parler aux classes populaires. On va parler de il faut les taxes de la classe moyenne, les services de la classe moyenne s'effrite, disparition de la classe moyenne, blablabla. Bla, 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 bla.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est eux qu'il faut aller chercher pour donner de la légitimité aux élections, même s'il y a seulement genre 36% du monde qui vote. Mais c'est qui ces 36%-là? La classe moyenne ou la classe ouvrière? Ben, à qui vous pensez que je fais allusion? Vendredi 16 octobre 70, 9 h du matin. Assemblée hier au Centre Paul Sauvé. Occupation armée du Québec et imposition de la loi des mesures de guerre. Donc c'est le 16 octobre, 2 semaines après le first kidnapping qu'il y a eu les mesures de guerre. Et j'aimerais ça finir ma pensée sur la classe moyenne et leur potentiel révolutionnaire ou l'absence de potentiel révolutionnaire. Je viens pas dire, je fais pas une analyse au niveau individuel. Je viens pas dire qu'une personne en particulier est problématique avec sa personnalité, blablabla. Non, non, non. La condition matérielle crée l'idéologie. Les conditions matérielles de la classe moyenne créent des croyances et des affiliations à leur style de vie et à la légitimité du système et au fonctionnement du capitalisme. Ce pas des défauts de caractère, c'est leur situation matérialiste dans l'économie qui est créée par le capitalisme. Le capitalisme, avant, était seulement des patrons et des employés. Tout le monde était maximum exploité ou des patrons ultra riches. Puis c'est à travers des crises sociales que le capitalisme s'est adapté pour gagner de la stabilité à créer une classe moyenne. Donc, ils vont prendre les travailleurs, leur donner les meilleures conditions de travail pour que ce soit des alliés contre les mouvements révolutionnaires des travailleurs, contre le capitalisme. On voit aussi cette tendance-là, par exemple, dans l'esclavagisme des États-Unis des années 1700-1800, où est-ce que les propriétaires allaient chercher certains esclaves pour les laisser dormir dans la maison, puis avoir de la bonne nourriture, blablabla, pour s'en servir, pour battre et stouler et être contre les Noirs des champs, pour, dans le fond, être les représentants des intérêts des propriétaires d'esclaves à l'époque. Fait que il y a même un terme qui se faisait utiliser par certains Noirs, qui étaient qu'on les appelait les house N-words. Fait que les personnes noires qui habitaient dans la maison, c'était des traîtres de classe aux esclaves parce qu'ils prenaient le côté des patrons. Mais encore une fois, c'était la situation matérielle qui guidait la formation de l'idéologie de ces gens-là. Fait qu'il faut arrêter. En tout cas, je pense que je suis assez clair. Cette nuit, Ottawa a décrété la loi de guerre par laquelle les flics peuvent arrêter, interroger, perquisitionner n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Magnifique. Jusqu'ici, 154 arrestations, dont celle d'ICKC, de Godin et Strachan. Que je sois en liberté est bien significatif de ma retraite politique depuis mon retour au Québec. Dans le Vieux-Montréal, 6000 soldats sur un pied d'alerte. Contre quoi? Contre des manifestations. Hier, une assemblée de professeurs de l'UQAM, l'UQAM, UQUAM, OK, a voté une résolution par laquelle elle appuie les objectifs du manifeste du FLQ et les demandes du front auprès des gouvernements. C'était un geste symbolique dans la mesure où les étudiants avaient déjà voté le débrayage et dans la mesure où les profs et les étudiants ne sont pas organisés autour de projets d'action spécifiques. Le FLQ, à l'heure actuelle, s'est imposé comme la seule alternative à l'électoralisme et à l'opportunisme du PQ. Donc le PQ, de par sa représentation du centre-droit du spectrum politique, laisse un vacuum qui peut se faire occuper par les classes ouvrières. Mais ici, elle se fait occuper par une approche terroriste individualiste. C'est pas la seule approche qui peut remplir ce vacuum-là. Vallière a encore été magnifique hier soir au centre Paul Sauvé. Il a utilisé tous les moyens pour calmer la foule et l'empêcher de tomber dans le piège de la répression posée par Trudeau, donc le cynisme politique. Dans l'histoire de la porte crosse, Ottawa prend toutes les décisions, mais laisse Québec donner l'impression que c'est lui qui décide. Moi aussi, je pense ça. Je pense qu'Ottawa avait un plan pour contrer le mouvement nationaliste de gauche au Québec d'emblée. Puis quand il y a eu le FLQ avec leur kidnapping, ils ont juste mis de l'avant leur plan. Québec, là-dedans, n'a jamais eu son mot à dire, d'après moi, et d'après le texte en ce moment. Ça, c'est à la page 16. Parfait. Hey, on est déjà rendu à la page 16, ça va bien, hein? On est rendu à 1 heure d'études. Pas si pire. Jusqu'à la déclaration de Choquette, Ottawa prenait les décisions et négociait, entre guillemets, par l'intermédiaire de Sharp. Depuis cette déclaration, l'équipe de Bourassa occupe le devant de la scène, mais il est évident que le régisseur de cette comédie est à Ottawa. Bourassa est bien obligé de jouer cette comédie, sinon il devrait désavouer Ottawa ou lui laisser autant le devant de la scène.
aussi le devant de la scène. Bourassa, fédéraliste, joue bien le seul rôle qu'il peut occuper, comédien dirigé par le metteur en scène Trudeau. S'il refusait ce rôle, la minorité anglophone du Québec et Ottawa trouverait bien un moyen de le remplacer par un autre comédien. Ouais. Désolé, je copy-paste parce que ce passage-là, je le donne à un camarade que j'ai corrigé son texte politique qui disait que c'était une entente entre Québec et Ottawa. Alors j'ai dit rapidement. Je vais le copy-paste, je vais l'expliquer plus tard. En ce moment, je suis en train de streamer. Pour faire deux choses en même temps. Mais bref, j'ai fait une correction politique, puis là, je viens de trouver le passage que je vais lui donner pour lui donner genre une preuve. Fait que c'est ça. On a fait un article politique qui va être sur notre site internet justement pour souligner le rôle du FLQ dans la prise de conscience de classe et aussi son impact sur la mobilisation syndicale positive et négative. Ça va être un très bon article que j'aide la correction politique. Vendredi 16 octobre, 77h20 du PM. L'Assemblée étudiante de l'UQAM, je ne sais pas pourquoi il dit ça de même, a tourné en rond pendant plus de 2 heures. Ah, typique d'une association étudiante. Dans un fouillis assez total. Tu sais, quand je parle des défauts de ne pas avoir des choses concrètes et de rester dans le symbolisme, c'est exactement ça le résultat. Tu n'as comme pas de direction, puis tu n'as comme pas d'idée de qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi. Ah, il faut qu'ils négocient de bonne foi, s'il vous plaît, puis on va faire la mobilisation pour ça. Ouf. Discutant des mots d'ordre aussi vite de sens dans la conjoncture actuelle que celui de manifestation. C'est ça, des manifestations pour rien, ça donne rien. Enfin, quelqu'un a proposé l'organisation des étudiants par module avec un comité de coordination formé d'un représentant par module. Les étudiants de sciences politiques se sont ensuite réunis pour discuter des modalités d'action et pour mettre sur pied les sous-comités de travail. Ils doivent se retrouver lundi matin après avoir contacté par téléphone l'ensemble des étudiants du département. L'UQAM, l'UQAM, pardon, a un historique de militance et aussi parce que sa création venait d'un certain esprit de changement de société de la gauche. Donc, l'UQAM incarne de par son existence un certain progressisme, mais aussi parce que l'UQAM, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, ont engagé un certain nombre de professeurs marxistes. Donc, les étudiants de sciences politiques de l'UQAM, à ce temps-là, on peut voir qu'ils sont relativement mobilisés. Tandis que moi, ma science politique à Concordia était totalement différente. C'était le libéralisme le plus total partout, la légitimité du système fédéral canadien, pareil comme si c'était seulement des arcs-en-ciel et des petits muffins. Fait que, bref, il y a quand même une dialectique dans chaque université qui regroupe plusieurs forces, donc des forces progressives, des forces marxistes, ou des forces conservatrices, des forces libérales, des forces réformistes. Et bref, le, le, la photo, la situation finale est une expression des relations de force à l'intérieur des universités. L'UQAM, la relation de force est plus du côté, à ce moment-là, des forces genre de protestation sociale, tandis qu'à Concordia et à McGill, ça a toujours été le contrôle total du fédéralisme, du conservatisme, de l'argent, des intérêts monétaires. La répression du gouvernement est pesante. À peu près tous les leaders de gauche ont été arrêtés. Ça, c'est vraiment important de mentionner ça. Ça, je trouve que c'est la phrase qui vient donner le ton à absolument toute la période du moment, à tout le moment de l'époque. Des belles phrases. Est-ce que les forces de gauche, sans ses leaders et sous sa répression, et sous la répression, vont pouvoir s'organiser et agir? J'en doute, mais il faut essayer. Très belle perspective. Mais ce qui aurait été, genre, la solution à l'époque, ou une solution à considérer, aurait été de mobiliser les gens d'emblée pour atteindre un seuil critique où est-ce que, même si tu arrêtes les leaders, le mouvement il est déjà en marche. Fait que là, en ce moment, tu as des leaders, mais pas de mobilisation. Puis là, on a arrêté les leaders, donc il n'y aura pas de mobilisation parce qu'il n'y a pas personne pour la faire. Puis si tu as fait, tu te fais arrêter. Fait que la solution à ça, c'est de faire la mobilisation d'emblée pour qu'après ça, même s'ils arrêtent les leaders, c'est pas grave, la mobilisation est déjà faite. Samedi 17 octobre à midi. Publication du texte de la déclaration de Trudeau à la nation, entre guillemets, canadienne. Exécution de la porte. Ouf, là, ça change. Mais on voit qu'il y a une action-réaction. Loi de mesure de guerre, exécution de la porte. La question se pose, est-ce que s'il n'y avait pas eu de loi de mesure de guerre, il y aurait eu la motivation d'exécuter la porte? On ne le saura jamais, mais c'est quand même une perspective qui vaut la peine d'être discutée. J'ai couché avec une amie hier soir.
Merci, auteur. Ça, c'est politique. Ça, là, humble brag en Titi, là. Mais il a été prudent pour une fois. Heureusement. Ah, je pense que ça veut dire qu'il n'a pas couché chez eux. C'est pour ça qu'il le mentionne. Puis qu'il y a eu des policiers chez eux. En tout cas. Dans la nuit du jeudi au vendredi, 2 heures après la promulgation de la loi de guerre, la police allait à mon ancien appartement pour m'arrêter. Ouf, ok, ouais, c'est ça que vous voulez dire. Elle s'est probablement rendue à mon nouvel appartement hier. Pourquoi veulent-ils m'arrêter? Pour mes activités politiques passées? Depuis mon retour d'Europe, je n'ai assumé aucune responsabilité politique précise. Les fichiers de flics sont, dans mon cas, 4 ans en retard. Donc, on voit bien la priorité des policiers, arrêter tous les leaders de gauche partout. L'université de l'UQAM à Montréal est officiellement fermée. Ah, ah, ah. Est-ce que toutes les universités ont été fermées? Ou juste les universités où les professeurs et les étudiants étaient en action politique? Mais comment les étudiants peuvent-ils s'organiser? Les responsables étudiants de sciences politiques se réuniront cet après-midi pour discuter de ce point. Ouais, mais il est trop tard, gang. La contre-réaction de l'État canadien est déjà en marche, est déjà organisée. Puis vous commencez à organiser. Fait que c'est triste, là, mais vous allez avoir bien de la misère. Ugh. Pas de leur faute, mais Colin, c'est pour ça qu'il faut travailler à la mobilisation de l'organisation en tout temps. Samedi 17 octobre 70, 9h45 du soir. Peut-on porter un premier jugement sur la situation politique? Provisoirement et sommairement, voilà les points qui ressortent selon moi. Le FLQ s'est imposé à l'heure actuelle comme la seule alternative de gauche au PQ. Le FLQ, d'une douzaine de membres qu'il était, va, dans les prochains mois, devenir une organisation qui se comptera par centaines de membres. Ouais, ça n'a pas été ça, mon homme. Cet élargissement de sa base sera la conséquence et des événements, pardon, et des enlèvements et de la répression du gouvernement. Tu as raison que la répression crée de la radicalisation, mais c'est pas vrai que ça veut dire par automatisme que le FLQ va grandir. Le PQ, profitant de la politisation qu'a entraîné dans la population la publication du manifeste du FLQ et les derniers enlèvements, élargirait son appui populaire. Je pense pas qu'il y ait une virgule ici. Je pense que c'est le PQ profitant de la politisation qu'a entraîné dans la population la publication du manifeste du FLQ et les derniers enlèvements élargira son appui populaire. OK. Le gouvernement Bourassa sort diminué de l'événement, étant entendu que toutes les décisions véritables, même si Québec cherchait à le masquer, étaient prises par Ottawa. À long terme, et malgré les périodes de retour au libéralisme, le système policier ira en se renforçant au Québec. Ben oui, parce qu'eux autres viennent d'acquérir de l'expérience de répression. Donc, ça fait partie maintenant de leur culture politique. Un peu comme je disais hier et avant-hier dans mes anciennes lectures, que tu veux que ton syndicat gagne de l'expérience à gagner des victoires sur n'importe quelle lutte pour que quand ils se battent pour toi, puis ton intérêt spécifique qui va toucher toi dans ta vie, ben tu as un syndicat qui a de l'expérience en lutte, qui sait quoi faire, qui sait comment se battre. C'est la même chose pour la contre-réaction policière ici. Pourquoi Ottawa a-t-il imposé une loi aussi draconienne? 1. Le fait que la population québécoise ne partageait pas l'indignation de nos élites lors des enlèvements. 2. Le fait que plus en plus de milieux demandaient au gouvernement de négocier. 3. La sympathie accordée par de larges secteurs de la population au manifeste du FLQ. 4. La sympathie que manifestaient de plus en plus de groupes, surtout étudiants, pour le FLQ. Les assemblées publiques et les débrayages pour appuyer les positions du FLQ ont sûrement précipité la décision du gouvernement. 5. En dernier lieu, l'incapacité pour le système policier de découvrir après une dizaine de jours les caches des deux cellules. La couverture des événements par les médias et la sottise politique du gouvernement qui, dans la logique du pouvoir évidemment, s'est laissé imposer la diffusion du manifeste du FLQ, sont la cause immédiate de cette réaction de la population. Les causes médiates sont le marasme économique, le changement, donc les conditions matérielles, le marasme économique, le chômage et la subordination politique de Québec à Ottawa. Les causes fondamentales sont la domination sur le peuple québécois de l'alliance de l'impérialisme américain, du capitalisme anglo-canadien et de la petite bourgeoisie canadienne-française dans un cadre politique néocolonial où tous les pouvoirs politiques fondamentaux sont, non au Québec, mais à Ottawa. Puis on voit la gestation de ce système néocolonial-là dans mes premiers deux streams de nos perspectives québécoises qui explorent justement le contexte politique
du colonialisme canadien-anglais sur les Autochtones, mais aussi sur les Canadiens français. Si la police n'arrive pas à découvrir les fils du réseau du FLQ, il y sera sans doute une autre vague d'arrestations qui s'abattra sur les milieux de gauche du Québec. Donc j'imagine que le gouvernement a mis beaucoup de pression sur les policiers d'arrêter les membres du FLQ. Puis la police a comme fait ok, ben on va arrêter tout le monde, puis on va espérer que dans le tas, on va en arrêter une couple. Ou qu'on va pouvoir faire des interrogations pour avoir des informations. Les interrogations doivent être très dures. La police, entre guillemets, tabasse sans doute ceux qu'elle a arrêtés. Ce qui est drôle, c'est que ça, c'est pas arrivé. Mais à ce moment-là, le 16 octobre, ils pensent que c'est probablement ça qui se passe. Le 17 octobre, 11h30 p.m., après le téléjournal du canal 2, quand même drôle, à l'époque, je pense qu'il y avait genre 3 postes de TV. La répression est aussi idéologique. Les médias mettent le paquet entre guillemets. Deux lignes politiques divisent les forces de l'ordre. Une libérale cherche à distinguer le PQ du FLQ, car la confusion entraînerait nécessairement la nécessité d'instaurer au Québec un régime policier permanent, par exemple la position du ministre du Travail du gouvernement d'Ottawa. L'autre, réactionnaire, cherche à les confondre de façon à discréditer le PQ, même si cela implique une consolidation d'un régime policier. Par exemple, les positions des créditistes et d'une députée libérale fédérale quelconque. Les répercussions de cette répression idéologique pourront, au moins à court terme, être assez importantes dans la population. Camarades, je sais que ça fait seulement 1h21 que je lis, mais j'ai fait de la traduction anglaise pendant 2 heures avant mon stream, puis là j'ai l'impression que ma voix est en train de se fatiguer. Alors, je pense que ça va être tout pour moi aujourd'hui. Mais merci à mon auditeur, auditrice, spectateur, spectatrice d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et j'essaie d'en faire à chaque jour. À date, je suis pas pire pour la semaine qui vient de se terminer. Donc, on se revoit demain. On va continuer la lecture avec dimanche 18 octobre. Et on va continuer d'apprendre sur la lutte FLQ et les événements du Québec de l'époque. Alors, merci d'avoir été là, camarades, et on se revoit demain. Salut!